comme s'il y avait quelque chose qui résistait. Merci au peuple arabe de nous rappeler qu'on peut briser le joug des despotes et de la tyrannie. Il faut que les violations graves soient réprimées au plus tôt. Il faut être dans la rue pour manifester et dire qu'on veut la démocratie. La démocratie, elle deviendra toujours ce que nous seuls en ferons. C'est la fin d'un système, ça ne veut pas dire que c'est la fin du capitalisme. Il y a la place pour les citoyens, pour leurs initiatives. Une société qui ferait confiance aux jeunes en leur donnant la possibilité d'agir. Aux citoyens de faire cette perestroïka du capitalisme. Organiser des débats, y compris avec les citoyens qui aujourd'hui ne veulent plus subir une décision mais veulent être les coproducteurs du futur. Il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. Qu'on reprenne de la distance par rapport au temps réel. Savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. Et que nous ayons la possibilité de fabriquer une espèce d'éducation commune. Nous sommes sur une planète miraculeuse. Il est temps aujourd'hui d'éviter d'en faire un supermarché, un champ de bataille. Nous dégustons 2 kilos de pesticides et d'insecticides par an. On devient fou. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'homme avec un grand H, il n'y a pas de société sans culture. Le meilleur environnement pour l'homme, c'est sa création. Changer le monde, c'est le changer pendant 1 heure, 1 heure et demie, reculer un peu le désastre. La moitié de l'humanité rêve de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez nous. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de se poser des questions. Aujourd'hui, et pas seulement à ce qui pourra advenir demain si nous nous mettons d'accord sur un changement de système. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la reconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que les hommes ne soient pas contraints en extrême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations, l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes, dans tous les pays, désirent les mêmes choses, paix et justice. Bonsoir, enfin pas bonsoir, j'étais sûre que j'allais faire cette erreur. Bonjour à tous, mais comme il fait nuit, on pourrait presque s'y croire. Merci infiniment, vous êtes très nombreux, c'est assez impressionnant. On est dans le grand auditorium du Palais du Pharo. Vous venez d'entendre le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, 3 ans après la création de l'ONU. Ça vous montre déjà d'emblée les thèmes qu'on va aborder ensemble et le niveau auquel on espère se placer avec nos intervenants et avec vous. Le thème global de ces rencontres capitales cette année, c'est « Faut-il changer de société ?» On ne va pas vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème. L'actualité, tous les jours, vous le montre. Conflits, guerres, crise économique, voilà, tensions entre les peuples, entre les pays et entre les différentes couches de la société. Nous, on va parler plus précisément d'une éducation à la paix et à la tolérance. Est-ce que pour changer de société, pour apaiser le monde dans lequel on vit, il faut que les plus petits, les enfants, pourquoi pas les adultes, aient accès à une éducation. On va voir comment et pourquoi, sous quelle modalité, à la paix et à la tolérance. L'idée, vous êtes de nombreux jeunes dans l'assistance, j'en ai croisé aussi beaucoup en arrivant à Marseille ce matin au Palais. L'idée, c'est ce qu'on se disait à l'instant, c'est que le monde est de plus en plus complexe. Chacun des intervenants qui sont ici, je vais vous les présenter dans un instant, à sa modeste place, essaie de vous donner
tous les jours des clés, soit par les infos, soit par les livres, soit par la réflexion qu'ils produisent pour essayer de mieux comprendre. Mais l'idée conductrice de ces rencontres, depuis leur création, c'est à vous de vous donner des clés pour agir et puis pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Je rappelle nos deux partenaires, parmi nos partenaires, les deux qui sont vraiment nos partenaires majeurs pendant ces débats. Je ne fais pas de l'autopromo, hein, mais le site de France TV Éducation, vous pourrez suivre à terme tous les débats des rencontres sur leur site. Et puis le Figaro étudiant et le site du Figaro étudiant qui sera fidèle également aux échanges que nous aurons ensemble. Et puis la Maison des journalistes est avec nous cette année. Je vous représenterai Darline tout à l'heure. Elle est installée également dans le hall et elle travaille évidemment, elle aussi, à son échelle et avec beaucoup de conviction à ce que les gens soient sensibilisés à la paix, à la tolérance, puisque tu recueilles et tu accueilles des journalistes persécutés dans leur pays. Alors, présentation, j'ai assez parlé. Présentation de nos invités. J'ai commencé par Darline. Je vais continuer. Directrice de la Maison des journalistes à Paris, qui a été créée il y a quelques années. Tu as conduit aussi des missions en Haïti et aux Seychelles pour sensibiliser à toutes ces questions et tu accueilles donc des journalistes qui ne peuvent pas, pour des raisons de conflit ou de conviction, faire leur métier correctement dans leur pays. À ta droite, Suzanne Georges. Bonjour madame, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes la présidente d'honneur d'Attaque. Vous êtes aussi docteur en sciences politiques et vous travaillez aussi, vous présidez aussi, dites-moi si je me trompe, un institut qui étudie les rapports Nord-Sud. Hein. Ah, excusez-moi. Alors Suzanne, oh là là. Suzanne Georges, à ma droite, qui est la présidente d'honneur d'Attaque. Je voulais regarder mes invités pour être poli, mais je vais vous regarder vous. Et qui préside aussi un institut qui travaille sur les rapports Nord-Sud. À ma gauche, Marcel Ruffo, pédopsychiatre, qu'on ne présente plus, qui est chez lui, ici à Marseille. Vous présidez, docteur, le service pédopsychiatrique de l'hôpital Sainte-Marguerite. Et on peut vous entendre aussi régulièrement sur France 5 et sur France Inter. Et puis, Madame Monique Canto-Sperber, philosophe, merci infiniment d'être avec nous, présidente de la Fondation Paris Sciences et Lettres, et qui produit aussi, si je ne me trompe pas, l'éthique sur France Culture. C'est exact? Une modeste émission d'une demi-heure hebdomadaire, voilà, de réflexion. Intitulée Questions d'éthique. C'est quand même pas toute l'éthique. Mais c'est une petite contribution. Alors, je vais vous lire une phrase du secrétaire général des Nations Unies pour introduire notre débat, qui, je vous le rappelle, s'intéresse à la question de l'éducation à la paix et à la tolérance. Il ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter. Il faut aussi leur enseigner le respect des autres et du monde dans lequel nous vivons et favoriser ainsi l'avènement de sociétés plus justes, plus ouvertes et plus harmonieuse. Ça, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général actuel des Nations Unies. Il y a les Nations Unies, on a lu tout à l'heure le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, il y a l'Union européenne. Toutes ces institutions, vous le savez, ont été créées au départ pour que la paix soit pérenne et perdure dans le monde. Elles sont là pour empêcher les conflits, elles sont là pour que les peuples se parlent et s'entendent. Vous le savez aussi, ça ne fonctionne pas toujours puisque vous le voyez de vos petits écrans aux plus grands écrans. En ouvrant les journaux tous les jours, on vous parle de conflits, de guerres, que ce soit au Mali, en Syrie. Et j'en profite pour avoir une pensée pour nos confrères otages là-bas et une pensée évidemment à tous les otages français dans le monde. Ces institutions n'arrivent pas forcément à faire face à cette masse de conflits et de tensions dans le monde. Il y a la violence de la guerre, il y a la violence économique, on nous rebat les oreilles avec la crise. Est-ce que c'est une forme de violence et comment l'affronter? C'est une des questions qu'on se posera aussi ensemble pour nourrir notre réflexion et pour voir où on en est près de 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose de regarder un reportage de France 2 qui a été diffusé au journal de 20h l'année dernière. On en parle encore aujourd'hui, c'est la recrudescence du mouvement d'extrême droite Aube dorée en Grèce. Vous allez comprendre, je pense, pourquoi il est urgent qu'on soit tous extrêmement sensibilisés à ces questions. On regarde et on se retrouve tous ensemble juste après.
Comme il le redoutait, Javed Aslam a reçu un nouveau coup de fil. Il est le porte-parole de la communauté pakistanaise de Grèce. Et si ses contacts l'ont appelé, c'est pour cet homme. Ahmad Shabazz, immigré sans papier, dernière victime des passages à tabac qui visent les étrangers. J'ai d'autres blessures aussi, ici. Là, sur le torse, ça va un peu mieux, mais sur le visage, ça fait mal. Le jeune homme s'en est bien sorti. Une dizaine d'hommes l'ont attaqué au petit matin alors qu'il partait travailler. Un homme était derrière moi, il a appelé d'autres personnes qui sont venues à moto. J'ai marché plus vite, mais ils m'ont rattrapé et ils m'ont frappé très vite, très fort. On m'a frappé tellement que j'ai perdu connaissance. Ces groupes sont d'une très très grande cruauté. Je ne peux pas croire qu'ils appartiennent à un parti politique. Le parti qu'ils accusent, en voici les membres. 12 000 sympathisants inscrits, adeptes de grands rassemblements comme celui-là. Pour eux, tous les malheurs de la Grèce proviennent de son immigration. Dans les quartiers populaires d'Athènes, ils ont fait une percée exceptionnelle. Ici, le nom du parti, Chrysiavgi, l'aube dorée, est tagué partout sur les murs. Son symbole aussi, la clé grecque antique, dont Hitler se serait inspiré pour sa croix gammée. C'est normal, Aube Dorée sont les seuls à venir ici et à aider les petits vieux pour aller à la banque par exemple, car plus personne n'ose sortir. Et ici tout le monde est d'accord. Le slogan du parti s'étale d'ailleurs en grand au pied de l'église. Dehors les étrangers, la Grèce aux Grecs, et ça ne choque plus personne. Le fait qu'il frappe les immigrés, bien sûr, ça me dérange. Je l'ai vu de mes propres yeux, juste en face de chez moi. Il les frappe, mais moi je ne m'en mêle pas. Depuis le jour où Aube Dorée est venu et a fait sa loi, nous avons retrouvé le calme. Oui, c'est ça, le calme. Vous seriez venu avant, c'était plein d'immigrés. Ces chasses à l'étranger, les médias grecs en ont régulièrement parlé. Ce jour-là, une dizaine d'immigrés sont sortis de force d'un bus par des hommes armés de gourdins et de couteaux. Ils sont passés à tabac en plein après-midi. 7 d'entre eux finiront à l'hôpital. Leurs victimes, des clandestins, comme ceux-ci qui squattent un train abandonné dans le centre d'Athènes. Les statistiques officielles évoquent 1 million d'immigrés sans papier en Grèce, soit 1/10 de la population. 300 personnes entrent chaque jour illégalement dans le pays via la Turquie. Devant les soupes populaires, les files s'allongent. Pour cette volontaire espagnole, crise économique plus immigration massive ont rendu la situation explosive. La Grèce n'était pas un pays xénophobe, n'était pas un pays violent, n'était pas un pays dangereux. Maintenant, si vous êtes un immigrant, ça commence à être dangereux et vous avez le risque d'avoir des incidents violents. Alors qu'avant, les gens étaient plutôt aimables et vous donnaient une orange. Aube Dorée est aujourd'hui entrée au Parlement grec, 21 élus, avec une première conséquence. Aujourd'hui, les déclarations choc sur les étrangers ont été bannies. Il faut arrondir les angles pour élargir son électorat. Je ne les connais pas, moi, ceux qui frappent. C'est un crime. C'est à la police de les trouver et de les mettre en prison. Nous, ça ne nous concerne pas. Voilà, reportage très fort de nos confrères de France 2 dans une première partie du débat, puis on vous donnera la parole régulièrement à la fin de chaque partie. On va se demander si l'homme, c'est très philosophe comme façon de poser la question, et évidemment, et cet animal violent, est-ce qu'il faut s'y résigner? Juste un chiffre avant de donner la parole à nos invités. Les actes de violence, de racisme et d'antisémitisme ont augmenté de 30% dans le monde, et en particulier en France l'année dernière, mais aussi à l'Est, comme en Russie, où on voit des pogroms qui renaissent. En Grèce, vous venez de le voir, c'est l'émergence de ce parti raciste qui s'est baptisé Aube Dorée. Je vais me tourner vers Suzanne Georges et puis vers Madame Canto-Sperber ensuite. Comment, mesdames, expliquez-vous cette recrudescence très forte de ce type de violence? Merci de me donner la parole. Et je voudrais d'abord remercier les rencontres capitales m'avoir invité. C'est un événement très important. Je crois qu'il faut essayer de mettre les choses en proportion. Naturellement, je déplore une recrudescence des phénomènes que vous signalez,
Et là, c'était très prévisible, et entre beaucoup d'autres, je l'ai prévu. Parce que quand il y a d'énormes inégalités, quand les gens n'ont plus de base où se poser, comme c'est le cas avec la crise financière, quand les sociétés comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal sont complètement éclatées à cause des politiques de la Troïka, qui est aussi très violente, même si c'est la Banque centrale européenne, le FMI, le Fonds monétaire international et l'Union européenne, leurs politiques sont d'une violence inouïe. Et nous savons que quand nous sommes dans une situation sociale comme ça, les gens du peuple, ceux qui sont assez peu éduqués, c'est d'abord ce qu'ils peuvent toucher à côté d'eux. C'est l'immigré, c'est la menace pour eux. Au lieu de regarder plus haut d'où ça vient, c'est tout de suite la victime qui est atteignable. Et on l'a eu avec Hitler. Tout le monde connaît la montée de cette violence-là dans les années 30 en Allemagne. Et nous revivons les mêmes choses. C'était prévisible, ça a été prévu. Donc c'est lamentable, mais c'est comme ça. Mais je voudrais mettre ça tout de même, si vous permettez, en contexte, parce que il y a aussi des chercheurs qui nous disent, comme Steven Pinker, un prof à Harvard, je pense que le livre n'a pas encore été traduit en français, mais il a fait toute une étude sur la violence historique et il dit que les homicides, que les violences contre les individus ont diminué par un facteur très important. Les homicides dans les villes britanniques, par exemple, un facteur de 30 à 100, dépendant de la ville. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui disent maintenant, globalement, la violence diminue, mais le phénomène que vous signalez, nous connaissons les racines. Madame Cantos-Perber, avec votre regard de philosophe, qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage, et plus généralement, c'est la recrudescence de ce type de mouvement en Europe? Eh bien, tristement, l'absence d'étonnement. Et là, je suis tout à fait ce qu'a dit Susan George. Ça s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire, et ça se passe encore aujourd'hui. Pourquoi en serait-il autrement? D'une certaine manière, les causes sont les mêmes, les acteurs sont les mêmes, c'est-à-dire les hommes avec leur passion, et des difficultés sociales, des difficultés économiques, des difficultés même identitaires qui régulièrement sont à l'origine de ces explosions de violence. Alors, vous savez que nous fêtons, enfin nous célébrons, nous commémorons, nous attristons sur le 80e anniversaire de la prise de pouvoir d'Hitler. Ce qui s'est passé en Allemagne, d'une certaine manière, était avec une amplification extraordinaire, un apprentissage pour tous les phénomènes de ce type qui devraient suivre entre fin janvier 1933 et le 9 novembre, puisque c'est l'anniversaire qui coïncide avec celui de la réunification de l'Allemagne. Eh bien, la population juive allemande, qui était parfaitement intégrée, s'est trouvée privée de revenus, privée de statut, menacée de mort, lynchée, parfois tuée, et ensuite promise à la disparition systématique. Donc, on l'a vu également au Rwanda, on l'a vu au Kosovo, et dans de multiples endroits du monde. Quelle est l'origine de cela? Bien, c'est évidemment la difficulté de vivre. On s'attaque à ceux qui sont identifiés à tort ou à raison comme étrangers, cette espèce de force d'altérité qui est dans des moments menaçants et toujours extrêmement inquiétante. On commence à greffer des explications causales. Ils sont responsables du malheur que nous vivons, du malaise que nous vivons. Et puis surtout, les oreilles se ferment, les têtes se détournent et les yeux se ferment. On n'écoute plus rien, on ne veut plus rien comprendre, on ne veut plus se souvenir de rien, et en particulier, le plus souvent, d'une histoire commune et d'une histoire heureuse. Ces processus sont particulièrement observés,
Encore une fois, la misère, la dépossession, le fait de plus avoir d'avenir sont le plus souvent à l'origine de cela. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des comportements collectifs. La question de savoir si l'homme est bon ou mauvais par nature, ça c'est vraiment une question d'école. De toute façon, l'homme, on ne l'observe comme mauvais que dans des groupes, que de manière collective, et personne n'a jamais observé un homme à l'état complètement solitaire. Donc évidemment, la vie collective est l'occasion du pire et du meilleur aussi, parce que les hommes ont des ressources qui sont tout à fait exceptionnelles. Mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est que ces phénomènes qu'on connaît depuis longtemps posent aujourd'hui une question complètement inédite. Regardez, nous sommes dans un monde mondialisé, où l'on vante la circulation des cultures, le partage des informations, la communication instantanée. Donc la conséquence naturelle de ça, c'est de penser qu'il n'y a plus d'étrangers d'une certaine façon. Tout le monde peut aller partout. Nous sommes tous participants de cet extraordinaire grand échange international. Or, ce monde mondialisé, on l'a observé avec le 11 septembre, on l'a observé avec de multiples éléments, sécrète comme une sorte de sous-produit redoutable et délétère, sécrète des réactions d'identité, d'affirmation de soi, de rejet de l'autre, comme on en a rarement vu. Donc je vous demanderai pour la suite du débat de bien tenir ces deux phénomènes ensemble, à la fois l'extraordinaire ouverture de notre monde qui a permis à de nombreuses populations d'accéder à des possibles qu'ils n'auraient jamais envisagés, mais en même temps des crispations identitaires qui prennent une violence redoutable. Et l'autre question que ce genre de choses pose à nos cultures, c'est que nous sommes quand même, et la Grèce fait partie de l'Europe, que je sache, hein, donc on est à la pointe du progressisme libéral, des démocraties pluralistes, etc., de toutes les valeurs qui sont l'achèvement de cette histoire occidentale dont nous sommes fiers, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et c'est là que ça explose. Je ne parle même pas de la Grèce avec son glorieux passé. C'est là que ça explose, comme ça explosera peut-être ailleurs. Ça veut dire que toute la tentative de domestication de la violence que nos sociétés évoluées, libérales, occidentales ont essayé de réaliser, en confiant la violence à des autorités légitimes, ou alors en la confinant dans des petits groupes qui sont clairement anomiques, comme les groupes de gangsters et des choses comme ça, eh bien ça ne marche plus. Il y a une sorte de mise en échec de cette stratégie de localisation de la violence qui a été un des modes majeurs de la régulation des sociétés. Donc une double question sur notre culture. Et voilà de quoi nourrir des journées de débat. Je vais me tourner vers Monsieur Ruffo, parce que même si c'est, comme vous dites, c'est une question d'école, ça interroge, parce que quand j'écoute ce que vous dites, ça voudrait dire qu'on a tiré aucune leçon, ou les leçons qu'on a tirées notamment de la Seconde Guerre mondiale ne tiennent pas dès que des circonstances économiques graves ressurgissent. On peut aussi se poser la question de la nature humaine qui reprend le dessus. Je cite juste Elie Wiesel qui organisait il y a plus de 10 ans un colloque sur l'anatomie de la haine et qui disait exactement ce que Madame Cantos-Perber vient de dire, c'est que l'homme de la Shoah au génocide de Rwanda à la violence économique ne change pas. C'est cette constatation, Marcel Ruffo, pessimiste, qu'il faut faire. Je crois que si on en vient à la clinique, à l'étude des adolescents, par exemple, les chiffres sont effectivement pas très optimistes. Par exemple, ce qui a augmenté comme signe, c'est certainement l'autoviolence et l'hétéroviolence. Je m'explique. Autoviolence... Savez-vous, par exemple, que le suicide, en France, est la deuxième cause de mortalité des adolescents? C'est assez incroyable de penser ça. Le premier, c'est la conduite à risque, et le troisième, dont on ne parle jamais, c'est le cancer, d'ailleurs, parce que ça fait tellement peur qu'on ne peut pas imaginer le cancer chez les adolescents. Par contre, le suicide devient la première cause de mortalité de l'adulte jeune. Donc, vous vous rendez compte, l'autoviolence, les progrès. Maintenant, en ce qui concerne l'hétéroviolence, la violence sur autrui, indiscutablement, c'est un signe que l'on rencontre beaucoup plus souvent maintenant en consultation. Par exemple, si j'étudie les enfants d'âge primaire, 12% des enfants à l'école primaire ont été ou seront harcelés. Ce qui est incroyable. 12% des enfants de l'école primaire ont été ou seront harcelés, seront victimes de... Et alors, quels sont les motifs de harcèlement? Vous allez voir, c'est assez horrible à entendre. D'abord, le surpoids. Le gros et la grosse se sont attaqués en premier. Deuxièmement, le sexe, les filles. Troisièmement, l'origine ethnique.
la race. 4e, la pauvreté, la vêture. Et 5e, l'handicap. Donc vous voyez que le monde des bisounours du primaire est loin d'être celui qu'on croit. Alors maintenant, si on passe à l'hétéroviolence des adolescents, il y a un phénomène assez nouveau, c'est par exemple que cette violence est dans le fond intergénérationnelle. C'est-à-dire que la délinquance, par exemple, l'arrachage de sacs, fait qu'il n'y a plus de la part des adolescents respect sur la personne âgée, par exemple, qui est longtemps quelque chose qui a régné dans l'histoire du monde. Respect des cheveux blancs, de la personne âgée, de la personne fragile. Au contraire, l'histoire, c'est que, par exemple, dans le métro, on contrôle les plus de 60 ans, mais on n'attaque pas les moins de 18 qui font les couillons en sautant les barrières. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de la manifestation de l'hétéroviolence qui saute les générations et qui, en même temps, fonctionne entre eux. Un garçon des quartiers nord me disait quelque chose de très, très intéressant au niveau de ce que vous disiez tout à l'heure sur les origines, etc., nationales, les origines raciales, ethniques. Il disait j'ai aucune chance de m'intégrer dans cette ville. Je suis arabe. Et il disait alors, au moins que je fasse peur. Ma seule chance de m'intégrer, c'est de faire peur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'une césure incroyable entre la notion auquel on aspire tous d'intégration et la notion de violence qui est en fait une sorte de sidération de la pensée. Si on en vient à nous-mêmes, si on étudie un peu notre fonctionnement, on est violent quand on ne réfléchit plus. En fait, quand on est violent, c'est qu'on ne réfléchit plus. Que la pensée, le cours de la pensée est débordé et que seul le passage à l'acte nous permet, soi-disant, de pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que c'est une coupure, une césure du processus intellectuel et psychique que représente la violence. Et donc, les gens qui fonctionnent comme ça créent une véritable addiction. Parce qu'ils sont violents une fois, ils ne sont pas réprimés, et donc à ce moment-là, la violence continue. Par exemple, dans l'éducation actuelle des parents, il y a quelque chose qui est assez incroyable. Progrès incroyable des parents actuellement. Honnêtement, ils ont fait des progrès. Pourquoi ? Ils cherchent à comprendre plutôt que d'éduquer. Mais en même temps, la frustration leur est impossible. Les parents aujourd'hui cherchent à séduire leurs enfants, ce qui est une véritable loufoquerie. T'es pas parent pour séduire tes enfants, t'es parent pour les rendre autonomes et qu'ils se séparent de toi. Et là, on reste dans une situation d'érotisation, de séduction intergénérationnelle au niveau des parents, qui crée que l'enfant en difficulté, alors, il va faire quelque chose de très curieux. Si au moins je réussis pas, j'échoue et je campe sur mon échec. C'est parce que j'échoue que je vais être aimé, et donc je manifeste comme ça des oppositions, des comportements à risque, des histoires de contradictions, histoire d'être aimé. Il confond, il glisse, il distord sa relation avec ses plus proches, ses parents, en sachant qu'échouer, c'est drôlement plus facile que de réussir, hein, et donc il échoue sans arrêt en faisant son métier, puis après il se désintègre du système social. Alors, c'est un tableau quand même assez sombre que vous dressez tous. On va faire réagir notre public, mais je voudrais sans doute un peu d'optimisme qui va sans doute venir de Darline, qui pourtant, même si évidemment vous y êtes confronté aussi dans votre réflexion, dans votre métier, qui est confronté à la violence tous les jours par des gens qui se sont battus contre cette violence, qui en ont été victimes, que tu accueilles dans la Maison des journalistes à Paris. Quelle est ta vision ? Déjà, comment tu réagis ? Alors, je la tutoie, c'est pas poli, mais parce qu'on se connaît. Alors, ce vous voyez, après, ça fait toujours bizarre. Donc, pardonnez ma sincérité, mais on a du mal à se vous voyer. Comment tu réagis à ce qu'on vient d'entendre ? Et une question qui m'interpelle, moi, les gens que tu héberges et qui ont été victimes de violences sont évidemment les plus déterminés à lutter contre cette violence. C'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe dans ce que tu dis, donc des personnes qui ont été victimes de violences et qui dans le même temps restent debout. Mais juste avant, pour rebondir sur tout ce qui a été dit à propos de la recrudescence de la violence dans les sociétés, plus particulièrement en Europe, je dirais que moi, personnellement, j'ai vu des gens qui n'ont pas été victimes, qui ne sont pas victimes directement de la crise économique, de cette crise mondiale, mais qui sont victimes, en quelque sorte, de ce que moi j'appelle, le mot va être un peu fort, une sorte de terrorisme psychologique, une sorte de terrorisme social. Parce qu'à force de parler de la crise, bien sûr, les médias, les politiques participent de cette ambiance-là, ça on n'y peut rien, excuse-moi Patricia. Tu as raison. Mais voilà, donc les gens ont peur. Et face à cette peur, donc c'est l'autre. Il faut forcément un bouc émissaire.
Donc c'est un processus qui se comprend. On l'a vu aussi dans le passé, comment ça s'est passé, en Allemagne, au Rwanda, etc. Donc voilà, il faut toujours quelqu'un pour porter son malheur, l'autre. Donc l'autre, ça peut être l'immigré, ça peut être l'étranger, même si on vit dans un monde mondialisé où le terme étranger peut être remis en question également. Voilà. Maintenant, par rapport à l'expérience de la Maison des journalistes, c'est vrai que c'est une expérience humaine parce que nous accueillons des journalistes qui ont été victimes de répression dans leur pays pour avoir fait tout simplement leur métier, ou comme le disait le célèbre grand reporter Albert Londres, ils ont, à un certain moment de la durée, mis la plume dans la plaie. Ça veut dire qu'ils ont traité de sujets qui ne plaisent pas forcément aux dirigeants, et sur cette base-là, ils ont été persécutés. Donc ce sont des personnes qui ont vécu cette répression dans leur chair, parce que beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés. Il y en a qui ont été violentés physiquement. Et ils n'ont eu à un certain moment d'autre choix que de s'exiler. Donc fuir pour échapper à cette répression. Donc quand ils arrivent en France, vous vous imaginez, ce sont des personnes qui n'avaient pas planifié leur départ de chez eux. C'est pas comme pour des jeunes, par exemple, après avoir décroché leur bac ou dans le cadre d'un programme universitaire, ils se disent « Ah oui, dans un an, moi je vais m'installer en Espagne, à Londres, en Italie ou en Afrique, etc. » Non, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays, souvent au hasard de circonstances, et se retrouvent en France. En France, donc terre d'accueil. Donc là, il faut se reconstruire. Il faut vivre l'exil aussi, parce que dans l'exil, il y a beaucoup comment dirais-je, il y a une vraie problématique humaine, parce que ça touche au déracinement, ça touche à l'appropriation d'un nouvel environnement socio-culturel. Pour certains, ils sont obligés de faire le deuil du métier, donc c'est pas du tout évident. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, l'exil et la répression. Et ce que nous apprennent ces personnes, justement, c'est que par rapport à tout cela, on peut rester debout. Donc c'est ce qui me rend positive. Tu m'avais posé la question tout à l'heure. Moi, j'arrive à positiver par rapport au parcours de ces personnes. Donc ces personnes nous livrent une vraie leçon de vie. Ça veut dire que nous, par exemple, nous nous plaignons souvent par rapport à ce qui ne va pas, de petites choses assez banales du quotidien, etc. Oui, le boulot, etc. En plus, on dit que les Français sont râleurs, ça fait partie de la spécificité des Français. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais voilà, au-delà de cela, ces gens-là arrivent à rester debout, mobilisés, continuer leur métier, s'engager plus que jamais en tant que citoyens du monde aussi, parce que voilà, non seulement il faut rester debout, il faut rester mobilisé par rapport à ce qui se passe dans son pays, mais il faut sensibiliser les autres également. Sensibiliser les autres sur son parcours, sur ce qu'on a vécu, et malgré tout, voilà, vivre et aller de l'avant. Alors, bien sûr, Suzanne, allez-y. Personne n'a évoqué jusqu'ici, mais je voudrais le faire parce qu'en aucune manière je ne charge les immigrants en Grèce. Mais il faudrait tout de même souligner l'hypocrisie de l'Union européenne. On sait qu'il y a des gangs turcs qui gagnent un argent fou en dirigeant les immigrés vers la Grèce, où il y a je ne sais pas combien d'îles. Alors, si vous arrivez dans une île grecque, vous êtes en Grèce. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? La plupart ne veulent pas rester en Grèce. Mais si ils parviennent à aller ailleurs et on les trouve sans papier, quelle est la règle européenne? Vous devez retourner dans le pays du premier refus, c'est-à-dire en Grèce. Alors maintenant, la Grèce qui est mise en pièces par les coupes budgétaires, ça je l'ai déjà dit, n'a pas d'augmentation du budget, impossible de garder les frontières. Les gens qui sont désespérés arrivent d'Afghanistan, d'Irak, de je ne sais où, ils viennent avec les maladies qu'ils ont attrapées là-bas. La tuberculose est en train de s'installer de manière chronique
en Grèce parce que les hôpitaux n'ont plus de budget, on n'a plus d'antibiotiques contre la tuberculose, etc., etc. Alors, nous sommes quelque part dans tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'appelle la tyrannie de la Troïka. Tout cela vient, nous parlerons de la violence économique. Tout à fait. Ça en fait partie, c'est l'une des clés, des fontaines de violence qui explosent, des geysers qui explosent. Alors, Merci. Il nous reste à peu près 10 minutes pour cette première partie avant de vous donner la parole dans la salle. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Moi, dans tout ce que vous me dites, il y a deux choses qui ressortent. On est quand même, Darline l'a confirmé, malgré tout ce qui se passe, malgré la crise économique, malgré les violences sociales, on est quand même une société qui va, en tout cas qui est en paix. On a tendance quand même à l'oublier en Europe. Mais malgré tout, ces mouvements ressurgissent dus à la violence économique, dus à la crise. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a trouvé les clés entre les Nations Unies et l'Union européenne pour essayer de ne pas reproduire ce qui s'était passé, et aujourd'hui, où on dit qu'on vit une crise économique sans précédent depuis celle de 1929, quelles clés, je vous pose la question à tous, quelles clés on a perdues, quelles clés faut-il retrouver pour que cette paix soit préservée? Si vous aviez en rêne nos destins tous autour de cette table, quelle serait la première mesure, la première idée, la première valeur que vous souhaiteriez à tout prix préserver pour que la paix soit pérenne en Europe? Je me tourne vers Mme Cantos-Peyrebert. Je vais redistribuer la parole après. Bon, alors, vous dites que l'on a trouvé des outils pour empêcher à jamais ce qui s'était passé. J'ai pas dit à jamais. Je dis on a essayé de... En tout cas, en Europe, pas vraiment, parce que les massacres en ex-Yougoslavie, c'était quand même... une chose particulièrement horrible et qui a été un démenti à tout l'optimisme pacifiste des Européens ou de ceux qui ont construit le monde d'après-guerre. D'ailleurs, ce monde d'après-guerre, il était pacifié parce qu'il était totalement bi-organisé, puisque la guerre froide est, dans le cadre de la guerre froide, une tranquille terreur et même des exterminations de masse se déroulaient dans plusieurs pays du monde. Donc c'est tout à fait relatif, les outils qu'on a trouvés pour empêcher ça. Alors vous savez, il y a un philosophe fameux là, qui a écrit à la fin du XVIIIe siècle un texte qui s'appelle le traité de paix universelle. C'était l'époque où on croyait en effet qu'il suffisait d'éradiquer les préjugés et les formes d'irrationalité et de superstition dans la pure tradition de la philosophie des Lumières pour que la raison régnant, eh bien la paix règne aussi dans une espèce de cosmopolitisme heureux, sans frontières. Bon, les 2 siècles qu'on suivi vous n'y croyez pas du tout. Fracassé cet idéal. Il n'empêche d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand même, on voit ressurgir certains mouvements cosmopolites qui disent c'est simple, pour avoir la paix, abolissons les frontières. C'est la solution. La guerre, c'est essentiellement des pays qui se font la guerre. S'il n'y a plus de pays, il n'y a plus de guerre. Quant à moi, je trouve que c'est une vue de l'esprit. Ce ne sont pas les pays qui se font la guerre, ce sont des pays, en général, où les hommes sont pris par des accès de refus de l'autre, d'affirmation de soi. Enfin bref, au fond, toutes ces passions fondamentales que Thucydide, de l'historien grec du 5e siècle, avant l'ère chrétienne, a déjà parfaitement décrites dans la guerre du Péloponnèse. Là, je dois dire, rien ne s'est démodé de ce côté-là. Alors, cela dit... moi, je suis quand même de nature très optimiste. Alors, je pense que, d'abord, nous avons des acquis, et puis, par ailleurs, il y a encore beaucoup de choses à faire. Premier acquis, c'est la lucidité. L'expérience historique, l'apprentissage historique, c'est quand même un acquis extraordinaire, parce que ça oblige d'abord à ne pas pratiquer l'angélisme avec le « il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, et puis il n'y aura plus de problème ». On sait très bien que ça ne marche pas. Mais en même temps, et c'est l'autre aspect de l'apprentissage historique, ça nous montre que certaines choses ont véritablement fonctionné. Alors, lesquelles, je ne vais pas faire une énumération là, parce que ce n'est pas le lieu ici, mais voyez-vous, moi, je crois beaucoup d'abord évidemment à la démocratie. On dit souvent que... Enfin, c'est une thèse qui a été défendue il y a quelques décennies, qui est critiquée par les spécialistes, mais tout de même, globalement, elle est vraie.
les démocraties n'entrent pas en guerre les unes contre les autres. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que la diffusion de la démocratie, pas de la démocratie au sens où le peuple, mais un gouvernement au pouvoir, parce qu'on a vu ce que ça a donné précisément dans l'exemple que je citais tout à l'heure, l'Allemagne nazie. C'était un gouvernement qui a été porté au pouvoir par le peuple, ou dans d'autres gouvernements qui, quoique démocratiques, sont extrêmement autoritaires, mais une démocratie que j'aurais tendance à appeler normative, c'est-à-dire qui est construite sur de véritables valeurs de respect de l'être humain et de mise de capacité pour les citoyens de décider collectivement leur avenir, alors conformément à certaines valeurs. Donc ça, je pense que les inévitables et les progrès constatés de la démocratie sont quand même une occasion de réconfort. Je crois aussi que voyez-vous, moi, devant le déferlement de violence qui nous menace, parce que là, pour l'instant, dans le monde occidental, en tout cas, pas dans l'autre partie du monde, qui est malheureusement de plus en plus pauvre, avec des inégalités qui véritablement font des plaies vives dans la planète, mais nous allons entrer dans un monde de ressources de plus en plus rares, ne serait-ce que les catastrophes climatiques qui s'annoncent vont provoquer des transferts de population, donc forcément une raréfication des ressources pour tout le monde. Je redoute beaucoup un monde clivé, un monde où il y aurait un centre de ceux qui arrivent à peu près à se préserver, et puis une périphérie qui sombre dans l'indifférence générale, avec le fait que très vite le centre sera menacé par la périphérie, parce que les gens ne disparaissent pas sans évidemment essayer de sauver leur vie par tous les moyens. Donc moi, je crois beaucoup en des limites ou des délimitations constructives. Je pense qu'il faut trouver les moyens de faire obstacle à la violence. Les institutions sont des moyens de faire obstacle à la violence. La mobilisation des citoyens, les groupes de société, la mise en mouvement de la société civile est un moyen de faire obstacle à la violence. Je vois le danger majeur dans le déferlement de la violence et au fond une ressource qui est à détailler de multiples façons dans la possibilité qu'ont les individus, parce que moi je crois que quand même ce sont les hommes qui font leur histoire, à organiser des digues, des limites qui ne sont pas des frontières évidemment d'exclusion ou de séparation, mais qui sont des moyens de faire front à ce déferlement de violence qui nous menace. Marcel Ruffo. Oui, après la noirceur de ma première intervention, vous allez voir, je vais changer, je vais colorer en pastel mes propos. Il y a un vrai paradoxe actuellement, et d'ailleurs la salle, on est sans doute dans ce qui peut rendre optimiste, c'est-à-dire la composition même de cet amphithéâtre. Il y a les parents, les anciennes générations, qui s'inquiètent pour le futur, 80%. De l'autre côté, les adolescents sont optimistes à 80% sur leur futur, ce qui est assez incroyable. Donc, et ils regardent les anciennes générations d'un air un peu amusé. Alors ils nous sortent les 30 glorieuses quand ils veulent être agressifs. Ils disent « c'était facile de ton temps ». Mais fondamentalement, ils ont confiance en leur avenir. Et moi, je trouve que ce qui peut rendre optimiste, c'est simplement la parole donnée un peu plus aux nouvelles générations. Combien de députés de moins de 30 ans à la Chambre des députés? Zéro. On est un jeune en politique, on a 50 balais, quoi. Donc c'est vieux. C'est super vieux. Hein, et encore jeune, 50, c'est pratiquement les 15, quoi. Donc, je veux dire que l'idée, c'est que dans la représentation nationale, représenter aussi des catégories de citoyens par tranche d'âge, on parle toujours du non-cumul des mandats, et je trouve que les mandats sont cumulés par le temps. Et donc, je trouve que l'idée de dire, il y a par exemple, si on prend 11 à 19 ans, il y a 6 millions de Français qui ont 11 à 19 ans. Combien sont-ils représentés au niveau des institutions, ce dont vous parliez, de décisions, etc. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est une notion très très peu utilisée, mais que je vois moi dans mon quotidien, la notion de cothérapie. Par exemple, je vais prendre un exemple clinique pour mieux me faire comprendre. Il y a quelques années, j'ai la chance de rencontrer une jeune fille à Paris, quand je dirigeais le service de l'hôpital Cochin. Je vois une jeune fille qui a un cancer, je parlais du cancer tout à l'heure, c'est pour ça que j'y pense, et en même temps une anorexie. Donc je lui dis, c'est les cancérologues de Gustave Roussy qui me l'envoient en me disant il faudrait que tu t'occupes d'elle sur ce plan, alors qu'elle a un cancer vraiment très, très méchant par ailleurs. Elle a 17 ans. Et donc je la vois, et elle est effectivement anorexique, et je dis je vais m'occuper de vous, on va vous hospitaliser pour vous guérir de l'anorexie. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit qui êtes-vous pour choisir ma mort à ma place? Ce qui est intéressant.
Alors je dis, moi, pour le cancer, vraiment, je peux rien faire. C'est Gustave Roussy qui s'en occupe, mais sur l'anorexie, on va se battre contre l'anorexie et non pas contre toi. Alors, elle proteste, elle boude, elle refuse, ça, je m'y attendais. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va bien évoluer sur le plan de son anorexie, malheureusement mal sur le plan de sa néoplasie. Mais l'idée, la richesse de cette gosse va faire qu'après, alors qu'elle était bien, elle me disait, gardez-moi encore un peu, je vais aider les anorexiques à aller mieux, quoi. Et vous voyez, la cothérapie, la notion de prendre les ressources dans la jeunesse, de l'espérance, la vigueur, la volonté, plutôt que de stagner sur on sait et on n'a qu'à répéter. Et moi je crois que le fait de ma discipline, la pédopsychiatrie, qui est une discipline où on rencontre les jeunes, peut rendre optimiste. Alors bien sûr, Fernand Braudel, quand il énonce « on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé », il a raison, mais l'avenir, c'est d'abord celui et ceux qui vont le faire, et c'est donc les gens de la salle. Donc vous voyez que j'ai changé complètement mon propos. Et c'est une transition toute trouvée, parce qu'on vous passe... On vous passe la parole. Moi, je vois pas très bien avec les lumières, mais je pense qu'il y a des charmantes hôtesses ou de charmants hôtes qui peuvent vous passer la parole. Si vous voulez, si vous avez des questions sur dont on vient de parler, sur la violence, l'éducation, notre nature, les systèmes politiques, la démocratie, la violence économique, nos invités sont tout à vous pour une 7-8 minutes, et puis on continuera notre discussion avec eux. Est-ce qu'il y a une personne avec un micro? Il y a une question juste là, une dame en rouge qui lève la main. Elle arrive. Ça arrive vers vous, madame. Merci. Je me posais une question. Vous parliez, madame Cantos-Perber, de la mondialisation et de cette... capacité que nous avons maintenant de voyager, de dire en quelque sorte qu'il n'y a plus d'étrangers. Et moi, je me mettais ça en lien avec cette mondialisation qui a été en même temps la mondialisation de l'individualisme, c'est-à-dire réussir à tout prix, qui a été complètement véhiculée par une idéologie économique, où maintenant on prône une dérégulation, et je pense à un des livres que vous aviez écrit sur les règles de la liberté. Justement, ce qui est actuellement, ce que l'on promeut, c'est le no limit, pas de règles. C'est la réussite à tout prix. C'est des mots que je finis par exécrer. L'excellence et la performance, que je rapproche de performance en anglais. Et on voit, par exemple, la compétitivité dont on parle, elle est importée à l'intérieur des entreprises. Les gens sont des rivaux les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de projet commun. C'est ça que ça entraîne. Et je pense aussi à ce que disait M. Ruffo en parlant des parents qui essayaient de séduire. Eh bien oui, ce sont toutes ces stratégies que l'on développe. Des stratégies de séduction, des stratégies d'intimidation. L'autre, c'est presque du meurtre symbolique. Et c'est ça qu'on est en train d'entraîner. Alors je pense qu'il y a aussi, je suis un peu optimiste, qu'il y a quand même des réactions. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations, de mouvements, tels que celui de par exemple, Pierre Rabhi. Il y a de plus en plus de mouvements comme ça. On en a assez de cette espèce de compétition. Pourquoi ne pas parler d'émulation à la place? Alors juste un mot, mais oui, comment ne pas être d'accord avec ce que vous dites, madame? Bon, évidemment, le monde économique dans lequel nous vivons a évidemment un rôle, mais pas seulement. Il y a aussi des facteurs culturels très importants. Nous sommes dans un monde de position, de valeur absolue accordée à l'individu, à ses choix. Alors, ne soyons quand même pas trop sévères à l'égard de cela, parce que la possibilité qu'a un individu de choisir sa vie, de mobiliser les informations, de se poser au fond comme puissance souveraine, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au bout du compte, c'est une bonne chose. Le problème de notre société, c'est que cette valeur absolue de l'individu n'est plus rattachée en effet à une communauté. Or, les individus ne sont pleinement eux-mêmes qu'avec les autres autour d'eux, bien évidemment. Sinon, c'est une affirmation d'eux-mêmes et une affirmation creuse. C'est par les relations avec les autres que nous nourrissons, précisément, que nous donnons un véritable contenu à cette affirmation de soi. Et puis, par ailleurs, c'est une affirmation de l'individu qui est aussi qui nie toute espèce de
de processus de constitution de l'individu. On n'est pas un individu comme ça. Il faut se constituer avec des apprentissages, avec des relations, avec une histoire personnelle sur laquelle on réfléchit. C'est comme ça qu'un individu, comme vraie puissance de liberté, se crée. Alors, aussi bien dans le rapport à soi-même, dans le rapport aux autres, et puis dans le rapport à la vie collective de manière plus générale, qui exige des règles. Il n'y a pas de vie commune sans un minimum de règles, bien évidemment, qui ne sont pas des règles arbitraires, mais ce sont des règles que chacun se donne et auxquelles tout le monde acquiesce et qui permettent la vie collective. Il est sûr que l'affirmation de l'individu est de temps en temps vue comme totalement détachée de ses contraintes, le rapport aux autres, le rapport à soi, la construction de soi, les règles d'une communauté, qui donnent un vrai sens à ce qu'est être un individu et à ce qu'est être libre. Moi, ce n'est pas tellement l'affirmation de l'individu qui me gêne, je considère que c'est plutôt une valeur, mais c'est le fait que parfois cette affirmation est une sorte d'affirmation creuse qui consiste en effet, comme vous le disiez, à éliminer les autres, à écarter les autres et pour finir, avoir un rapport à soi qui est au fond très vide. Si je peux vous répondre. Ajouter quelque chose à cela. Madame Georges, il me semble qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les inégalités qui croissent dans tous les pays. Les États-Unis, c'est le plus inégal du monde, mais suivi très rapidement par la Grande-Bretagne et puis par les pays européens où l'inégalité monte, sauf un peu moins en Scandinavie. Mais il y a maintenant, nous avons des études scientifiques tout à fait crédibles qui montrent graphiquement que tous les phénomènes dont on ne veut pas dans une société augmentent avec les inégalités. Si je mets une échelle comme ça, avec les États-Unis le plus inégal, le Japon et les Scandinaves le moins, ici, où va-t-on voir se grouper les cancers, l'obésité, les grossesses non désirées, la délinquance, les maladies physiques et mentales. Je ne suis pas du tout surprise par l'augmentation des suicides parce que c'est dans ces graphiques. Et chaque fois, vous trouvez, plus c'est inégal, plus ces phénomènes ont augmenté. Excusez-moi, juste une petite question. Comment ? De quelle inégalité parle-t-on ? De quelle inégalité financière, c'est-à-dire l'inégalité, mais qui n'est pas que financière, parce que ce qui va avec l'inégalité, et c'est ici M. Ruffo qui en est le spécialiste, c'est un sentiment d'être regardé avec mépris. Je ne compte pas, je suis un loser. C'est ça l'individualité aussi qui glorifie le winner et le loser et comme ça a un nom aussi, ça crée de l'inégalité, mais la philosophie économique qui est derrière ça, c'est peut-être pas familier pour tous les jeunes qui sont ici, mais ça s'appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire c'est pas le libéralisme qui a introduit la démocratie, les Lumières, etc. C'est ce qui vient après où le marché est suprême, le marché doit prendre toutes les décisions, la compétitivité, non pas la coopération, est la valeur suprême, où l'État est fondamentalement mauvais et il faut qu'il fasse le moins possible, où la taxation des riches est unie, il faut rétablir que la valeur est créée par l'investissement, mais pas par le travail, ni par la nature. Nous n'avons pas parlé encore de la nature. C'est une philosophie délétère et qui est en train de refaçonner nos sociétés pour que les gens sont obligés presque de devenir individualistes. Sinon, effectivement, chaque parent veut que ce soit son gamin qui réussisse. Comment faire autrement ? On fait autrement en réduisant les inégalités pour qu'il y ait la place pour chacun. Notre système actuellement est un système d'exclusion et dessiné comme tel. Ça veut être une société. Moi, pour aller dans votre sens, pour aller tout à fait dans votre sens, le concept même d'égalité des chances n'existe pas. Il faut égaliser les chances.
C'est une position beaucoup plus dynamique. Ça ne sert à rien de clamer égalité des chances, qui n'existe pas. Il faut au contraire égaliser les chances avec des moyens institutionnels, politiques, sociaux pour avancer dans ce sens. Mais je veux dire aussi que lorsqu'on lit par exemple Éric Morin sur le ghetto des banlieues, il nous apporte des éléments, le sociologue, très très intéressants. Il dit par exemple, lorsqu'un garçon issu de l'immigration, parler de l'immigration, on parle des étrangers, mais il faut surtout parler des gens qui deviennent français par l'immigration. C'est le problème par exemple de Marseille, vraiment quotidien. Lorsqu'un garçon ou une fille réussit quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de déménager pour donner plus de chance à son enfant à distance. Tu réussiras mieux que moi. Donc vous voyez, il dit exactement ce que vous dites, le sociologue, le garçon qui réussit déménage. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse donc un malheur social comme ça regroupé, et que voulez-vous que ça donne au niveau de l'image de soi? D'ailleurs, dans ces quartiers un peu en difficulté, la chose qu'on entend, c'est respect, le respect. Le respect comme mot clé, le respect à cause que l'image de soi est dégradée, le narcissisme est touché, et donc sans narcissisme, sans image de soi, on ne peut pas aller vers l'autre. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur l'altérité, l'autre me construit par la rencontre que j'ai avec l'autre, sauf si toi t'es pas construit, tu peux pas aller vers l'autre. C'est la clé absolue, et moi la vraie richesse, c'est l'éducation nationale, c'est l'école. La vraie richesse absolue, c'est pas le pétrole, c'est l'école. Et j'ajoute juste une phrase. Il faut donner la parole au public. Allez-y. Juste une phrase. Si tu ne réussis pas, c'est de ta faute. C'est jamais la société, n'est-ce pas? C'est jamais les conditions sociales, c'est de ta faute. Et je voudrais juste citer un républicain qui, le mois dernier, alors que le Congrès américain s'occupait de couper les bons alimentaires aux plus pauvres, ou de les éliminer complètement, a dit, mais la traduction, je ne peux pas la faire en langage biblique, mais c'était biblique, ceux qui refusent de travailler ne mangeront pas. Sans s'interroger sur s'il y avait des emplois, etc. Enfin, voilà où on peut en venir. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Voilà, madame, devant. Merci pour votre présence. Merci de vous lever et puis de vous présenter si vous le souhaitez. Alors, je suis professeure de philosophie depuis une quinzaine d'années, donc je vis avec eux, je vis avec les lycéens, dont certains sont dans la salle cet après-midi. J'ai aussi un atelier à côté de philosophie où je fais de la philosophie dans les prisons, dans les théâtres, dans les hôpitaux. Et il m'arrive parfois de solliciter mes lycéens pour faire des débats, pour aider, pour faire un petit peu, alors pas de la cothérapie, on va dire de la co-philosophie. Vous parliez du respect tout à l'heure. Je crois que ces jeunes, et je ne veux pas faire vraiment de démagogie, ces jeunes, on les tient en respect. On ne leur apprend pas le respect. Pour apprendre le respect, il faut déjà travailler avec les autres et vivre avec les autres. Je crois qu'on a un réel problème d'accès des jeunes à la société civile. On leur a mis dans la tête que travailler, c'était forcément rémunérateur. On leur a mis dans la tête une solidarité pécuniaire. Ils sont remplis d'énergie, de capacité. Il faudrait les voir sur le multimédia, sur le culot qu'ils peuvent avoir. Bon, parfois, ils vont aller en avant, prendre des cartes de visite, où là, moi-même, je n'oserais pas. Quand est-ce qu'on leur laisse? Et c'est la question que je vous pose. Connaissez-vous des lieux pour ces jeunes d'expression et de façon de vivre, voilà, leur force, leur capacité, leur désir, qui éviterait peut-être un petit peu que ça se focalise sur l'identité et un peu plus sur l'agir. C'est la toile, c'est Internet. Je reviens sur l'histoire du harcèlement. Facebook France avait décidé, lors de la campagne de Luc Châtel, suivi d'ailleurs par Vincent Payon, un peu d'œcuménisme en politique, c'est intéressant en France. Donc un processus contre le harcèlement a été suivi par Vincent Payon actuellement, et donc Facebook s'était engagé avec le début de la campagne. Et savez-vous combien d'adolescents ont adhéré à cette campagne contre le harcèlement en une semaine? 57 000 inscrits, un peu comme Touche pas à mon pote, etc. Ces mouvements d'avant, sur notre mode. Non, je crois qu'on ne peut pas ne pas fonctionner avec la toile. Par exemple, moi je crois que le soutien, par exemple, par Internet d'adolescents hospitalisés par d'adolescents en dehors est essentiel.
C'est essentiel qu'on puisse communiquer. Quand on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels. Toute dramaturgie sur les nouveaux moyens de communication sont une pure stupidité. À tel point que moi, une boutade pour bien me faire comprendre, j'avais créé un groupe avec un psychiatre et une psychologue pour les enfants addicts, c'est-à-dire ceux qui jouaient 6 heures par jour aux jeux vidéo, ce qui est un peu beaucoup, on est d'accord. Sauf qu'au bout de 6 mois, le psychiatre et la psychologue étaient devenus addicts et les adolescents voulaient changer de jeu, quoi. Donc vous voyez... Il y a Darline Cottière qui voulait réagir, madame, aussi à ce que vous disiez. Alors, la question sous-jacente à ce débat, c'est comment s'en sortir, si j'ai bien compris. Et pour moi, la porte d'entrée, c'est l'éducation. Bon, ça a été dit ici également, mais je rajouterais qu'il faut mettre les jeunes, justement, il faut les positionner en tant qu'acteurs. Donc, il ne faut pas venir avec des schémas tout faits, donc ça c'est pour vous, etc. Mais non, il faut que les jeunes puissent entrer dans une dynamique, qu'ils soient porteurs de, je ne sais pas, de projets, ou qu'ils s'inscrivent vraiment dans l'action. Et ça me ramène à l'expérience de la Maison des journalistes, parce que nous aussi, on a des actions éducatives. On a une opération qui s'appelle Renvoyer spécial. C'est pas envoyé spécial, mais renvoyé spécial, où les journalistes, ils vont dans les salles de classe rencontrer les élèves. C'est pas sous forme de conférence avec quelqu'un qui vient débiter un savoir calibré, mais c'est quelqu'un qui vient témoigner. Et ça se passe dans l'échange. Et c'est là, justement, qu'on implique les jeunes. Donc, il y a certes une préparation qui est faite en amont. Ça mobilise toute l'équipe scolaire. Donc, les jeunes font des recherches sur le pays d'origine du journaliste, sur la situation de la presse dans le monde, enfin, en matière de répression. Et le jour même, voilà, ça se passe au niveau des interactions. Et c'est là, justement, qu'on voit la capacité des jeunes à s'insérer dans un projet, à s'approprier d'un projet, parce que ça les touche. Donc, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi, quelqu'un qui a été témoin de quelque chose. Par exemple, là, on a beaucoup de Syriens à la Maison des journalistes. Donc, les Syriens, ils vont dans les salles de classe sensibiliser les jeunes, non seulement sur la situation de leur pays, parce que voilà, ce sont les vrais témoins, mais aussi sur la situation de la presse, sur la répression en Syrie, etc. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture. Et c'est ça, justement, qu'on doit rechercher avec les jeunes. Parce que ça vaut 10 000 pages d'histoire. Le fait d'avoir quelqu'un devant soi, quelqu'un qui a vécu, c'est un témoin historique quand même, en quelque sorte, hein, peut-être que j'exagère, mais l'expérience qu'on a avec cette opération, ça nous a prouvé effectivement que les jeunes peuvent être dans l'action. Voilà, je pose ma question. Allez, on va passer à la deuxième partie. Oui, quand même. Je vois pas. La parole Dernière question, je vous en prie. Droite, voilà. Et moi, je suis là au milieu. Alors, attendez, je vois rien. Je vois Madame en bleu. Voilà. Alors, oui, 2 dernières questions rapidement, alors s'il vous plaît. Je me fais toute petite, parce que je ne suis pas à ma place. Je suis un tout petit prof et d'enseignement professionnel. J'ai pris la parole tout à l'heure. Je voudrais dire que l'éducation à la paix et à la tolérance dans les établissements scolaires, est-ce que les adultes eux-mêmes sont éduqués à la paix et à la tolérance ? Par ailleurs, c'est très grave ce qui se passe entre adultes dans les établissements scolaires et qui entraîne des violences chez les jeunes qui ne supportent pas ça parce qu'ils en sont spectateurs. Par ailleurs, les projets, les élèves acteurs, c'est mis dans la pédagogie et je pense que vous pouvez vous rassurer. On apprend aux élèves à dire « je décide d'eux » pour trouver une solution individuelle à un problème constaté. Donc là-dessus, à l'éducation nationale, ça se fait. J'aimerais changer de sujet et partir sur les couleurs. Vous êtes tous dans des couleurs qui sont sombres. Ici, à la tribune, sauf Darline, qui est ravissante dans le blanc, qui fait contraste avec ses origines qui lui ont donné une peau foncée. Moi-même, je suis en bleu. Et je veux rompre ces symboles de couleur. Regardez les écrans derrière vous. Ils sont verts, bleus, rouges. Et vous-même, à la tribune, vous avez adopté une couleur qui va donner la paix et la tolérance. On ne supporte pas la différence. Et je pense qu'il y a un travail à faire, déjà. C'est pas que la peau, c'est les vêtements, c'est la façon d'aborder. Vous avez, madame, on entend ce que vous dites. Vous avez une question, c'est pour poser des questions. Est-ce que vous avez une question pour nos intervenants, s'il vous plaît ? La question est,
Qu'est-ce qu'on apporte à l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'on met en place dans les écoles supérieures de professeurs de l'enseignement pour respecter la diversité à la fois des élèves, mais aussi des adultes qui composent la famille éducative? Merci beaucoup. On va enchaîner avec l'autre question et on va répondre dans la deuxième partie de notre débat. S'il vous plaît, parce que j'attends. Voilà. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais jeter un pavé dans la mare parce que je suis un peu choquée par ce que j'entends. Le thème du débat, c'est peut-on créer une éducation à la paix et à la tolérance? Tout à fait. On vient de me dire que c'est lorsqu'il y a des inégalités qu'il y a le plus de problèmes. Moi, je sais qu'en Scandinavie, dans tous les pays du Nord actuellement, nous avons la peste brune qui est en train de monter abondamment et que beaucoup de gens de religions différentes sont en train de fuir ces pays. Donc, c'est peut-être pas vraiment le seul problème. Ce qui me choque, ce sont les dogmatismes. Je vais m'expliquer. Les dogmatismes et l'absence de mise en face des gens de leurs responsabilités, quel que soit l'âge. Les dogmatismes, quand je suis ici, c'est un peu béni oui-oui. Quand on va à d'autres conférences, les gens sont beaucoup plus droitisés ou gauchisés, ou peu importe. Et à la sortie, j'entends des interventions qui me laissent penser, par exemple tout à l'heure, oh, c'est terrible, on ne crée pas des émulations, etc. Moi, je suis désolée, moi je suis issue d'une famille où ça a été difficile. Eh bien, on voulait réussir. Il n'y a pas de honte à vouloir réussir, à quitter un quartier pauvre, mais après à aider ceux qui sont, qu'on connaît, à sortir aussi. Elle est là, la solidarité. Je n'ai pas entendu ce mot. Ensuite, on me dit, tout à l'heure, les jeunes, la délinquance. Je suis avocate de profession, je suis bientôt à la retraite, donc je peux vous dire que là, j'en sais un mot. Quand on dit le mot respect, par exemple, ben moi, quand je l'entends, le mot respect dans les affaires pénales, ben, ce n'est pas toujours pour les gens qui méritent du respect que les jeunes emploient cette expression. Ensuite, ce qui me choque, c'est d'opposer les jeunes aux personnes plus âgées, etc., sachant que nous ne sommes pas un pays où il y a le plus de jeunes. Et que c'est notre vrai problème d'ailleurs, une déficience, je pense. Bon, ça c'est un problème de démographie. Donc question, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour créer une éducation à la paix et à la tolérance, se positionner différemment? C'est-à-dire que, madame, vous avez dit tout à l'heure un mot très important, c'est le mot collectif. Ce sont souvent dans les comportements collectifs qu'on rencontre, ce que j'ai eu d'ailleurs dans une affaire d'assises, des comportements d'actes de torture et de barbarie. Des comportements fascisants, comme on voit en Grèce. Donc, le problème, il est au niveau collectif. Moi, je ne cherche pas, quand on me dit dans les entreprises, on écrase les gens, etc., ben écoutez, il y a des syndicats, et je constate que les Français ne sont pas beaucoup syndiqués, et que quand on les défend un peu, après, on ne les voit plus venir adhérer aux syndicats. Alors, c'est quelque chose. Ensuite, ce que je constate, c'est qu'au niveau des médias, on a un problème. On veut créer une éducation à la paix et à la tolérance, et quand il se passe des choses merveilleuses, comme par exemple récemment des décisions de justice qui ont interdit l'apparition de certains livres fascistes, on n'en parle pas. Mais par contre, quand il y a des types qui descendent dans la rue pour fracasser quelqu'un, on en parle. Ça, c'est un premier point. Merci, madame. Deuxième point, j'ai fini. L'éducation à la paix et la tolérance, c'est le politique. C'est-à-dire que je ne peux pas admettre qu'on pense que les gens, on a l'impression qu'on trouve un peu des excuses parce qu'ils sont pauvres ou qu'ils ont des difficultés, mais à un moment donné, il y a aussi une instrumentalisation. Et je pense que là, il faut se poser sur la question de l'instrumentalisation des gens quand ils sont en difficulté. Et il y a une responsabilisation personnelle, et il ne faut pas la nier, puisque madame, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont vécu des choses épouvantables, qui ont quitté leur pays. Moi, par exemple, les gens qui quittent par bateau pour aller à Lampedusa, je leur donnerai la carte d'identité française tout de suite, parce que ce qu'ils font, c'est pire que les aventuriers qui ont découvert l'Amérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer la discussion avec nos intervenants, avec une question qui a été posée sur le site de notre partenaire France TV Éducation, une question d'enfants et d'internautes. Je ne sais pas si on va pouvoir la lire ou si elle va être diffusée. Elle est derrière moi. Non, voilà. L'école a-t-elle un rôle? C'est exactement ce que vous avez tous dit là, plus ou moins dans vos interventions. L'école a-t-elle un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Ruffo et à Darline Cottière. Quelle est votre réponse à cette question de nos petits participants? Moi, je veux dire, par exemple, j'étais de milieux très très modestes quand j'étais petit, et c'est une chance, tout le monde n'a pas cette chance d'être issu de milieux modestes, et l'école représentait la possibilité pour moi de partir à la découverte du monde. Non pas que l'affection n'était pas intense, peut-être même trop intense de la part de ma mère sur moi, mais l'école ouvrait le monde. Et je trouve que
je trouve que j'ai eu la chance, il y a quelques années, de revoir dans un exposé mon institutrice de CM2, qui est venue me voir après l'exposé, c'était à Paris, elle me dit « Tiens, tu n'as pas changé ». Alors c'était touchant. Elle un peu, et moi aussi, sans doute, malgré ce qu'elle racontait. Et donc, ce qui était intéressant, c'était l'idée de... Moi, je crois qu'un des phénomènes qui me touche le plus, c'est la notion que les parents doivent déléguer l'autorité aux enseignants quand ils confient les enfants dans cette belle institution de l'école. S'il n'y a pas une paix entre les parents et les enseignants, on ne peut pas enseigner la paix aux enfants, parce que les enfants vont basculer de l'autre côté. Et sur la discussion actuelle très intense sur la notion des rythmes scolaires, je trouve que, quelles que soient les critiques que portent les opposants à cette réforme, je crois qu'il faut quand même être en alliance entre les parents, les enseignants, les politiques et les animateurs pour réussir au niveau des enfants. Comment voulez-vous que les enfants se dégagent d'une histoire de conflit armé, pratiquement, entre une position à laquelle ils sont soumis, de fait de la loi, par la loi, et donc voilà les parents qui disent « on est contre », ou certains syndicats d'enseignants qui disent on est contre, pour des raisons qui sont bien sûr à discuter, à mettre sur la table, mais pourquoi ne pas fonctionner en alliance? La paix, c'est d'abord l'alliance, quoi. La paix, c'est le pacte, c'est le pacte France-Allemagne pour arrêter qu'une fois de plus, la France et l'Allemagne se mettent en guerre, quoi. Et donc, au niveau de l'école, il faut faire des micro-paix familiales et enseignants, par délégation d'autorité. J'ai confiance dans l'enseignante qui t'enseigne et non pas je veux la meilleure enseignante parce que tu dois réussir mieux que moi les études que j'ai rêvé de faire. Marcel Ruffo, si j'entends ce que vous dites, c'est plus par le comportement et la façon de vivre ensemble à l'école que la paix peut se distiller. Mais si on joue au béotien et à la question bête que je vais poser, il y a des questions, il y a des cours d'éducation civique, il y a des cours de philosophie. Est-ce que la paix et la tolérance doivent être des valeurs et des notions qui sont distillées comme ça dans les comportements de chacun et dans les cours de chacun, dans les matières de chacun, ou est-ce qu'il faut, dès qu'on en a l'occasion, comme Darlene disait tout à l'heure, quand des gens viennent témoigner, j'ai bien compris, mais sensibiliser les gens aux violences qu'ils entendent dans les informations, aux conflits? Parce que moi, je parle juste de ma propre expérience. On nous rebat tout le temps les oreilles quand on rencontre des gens qui parlent de notre travail de journaliste. On a beau le traiter, ce conflit syrien, même si on essaye de bien le faire, personne n'y comprend jamais rien, personne ne sait jamais vraiment pourquoi ils sont en guerre, personne ne sait pourquoi les sunnites et les chiites ne s'entendent pas. Voilà, est-ce que c'est les affaires internationales qu'il faut enseigner? Est-ce que c'est les systèmes économiques et leur contrepartie? La première tolérance, ça prend... Je sais que c'est une question qui peut paraître totalement naïve, mais c'est ça dont on parle, et c'est le monde dans lequel on vit aussi. Non, mais la première tolérance, c'est au sein de la famille que ça se joue. Tu ne peux pas demander à l'école d'apprendre toutes les tolérances. C'est ridicule. Il faut que les parents tolèrent d'abord l'école et qu'ils soient tolérés par l'école pour que la tolérance existe. C'est impossible de demander à l'école tous les mandats. Tu intègres les handicapés, tu apprends la tolérance, tu fais réussir les enfants. Et les parents? Les parents sont les premiers vecteurs d'avoir confiance. Et donc c'est ça la clé. La clé, c'est qu'on a un trésor, c'est l'éducation nationale. C'est la seule chance de développement économique. En fait, qu'on a. On n'a pas de pétrole, mais on a l'éducation nationale. C'est notre richesse. Il faut que les parents comprennent ça et en alliance avec les enseignants, qui ne doivent pas suspecter les parents aussi. Et notamment pour les parents les plus démunis, les plus défavorisés, le métier des enseignants, c'est d'apprendre les codes de l'école aux parents avant d'enseigner les enfants. Si je peux rajouter une toute petite chose, c'est vrai que le rôle de l'école est tout à fait fondamental quand on pense à l'éducation, quand on pense aux valeurs qu'on veut véhiculer dans la société. Mais je pense que c'est pas le seul espace. Enfin, cet espace ne suffit pas. Comme vous l'avez dit, par exemple, au niveau de la famille, voilà, il faudrait à ce niveau-là envisager des choses également, parce qu'un enfant peut être à l'école et être sensibilisé par un ensemble de problématiques, mais si à l'école, enfin si les parents ne sont pas eux sensibilisés à ces questions-là, donc ça peut créer une sorte de déséquilibre. Donc c'est pour ça aussi que les rencontres comme celle d'aujourd'hui sont capitales. Pour faire un jeu de mots. Voilà, donc c'est très important de créer ces espaces-là de discussion, de réflexion, de sensibilisation, parce que voilà, ça s'inscrit dans le prolongement de l'école, et voilà, c'est tout à fait bénéfique.
Pour les couleurs, il faut lire le livre de Michel Pastoureau sur le bleu notamment. Oui. C'est intéressant. Hein. J'y pensais. Pour moi, c'est banal. Monique Cantos-Pervers, vous parliez tout à l'heure du système précieux qu'on avait, qui était quand même celui de la démocratie, que les démocraties ne se déclaraient pas la guerre comme autrefois d'autres systèmes. Qu'est-ce qui fait... alors peut-être qu'on va redonner après sûrement la parole à Madame Georges. Est-ce que c'est la crise économique qui fait qu'aujourd'hui, malgré la démocratie et malgré ce système que beaucoup nous envient et qui font que des gens prennent le bateau en Libye pour traverser l'océan et arriver en Italie, qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route pour que ça ne soit plus suffisant malgré les leçons du passé, malgré le système politique dans lequel on vit? Qu'est-ce qu'on a perdu pour être aussi perméable à toutes ces formes de violence? Est-ce que c'est uniquement la crise? Est-ce que c'est uniquement l'individualisme? Quelle est votre réflexion là-dessus? Alors, pardonnez-moi, d'abord, je vais faire preuve d'indiscipline, mais je vais répondre sur l'école, parce que c'est quand même mon métier. Et puis là, je salue tous les professeurs et tous les élèves dans la salle, puisque on représente une cause commune. Et comme beaucoup dans cette salle, peut-être comme beaucoup d'entre nous, nous avons la chance extraordinaire d'être des anciens élèves de l'école républicaine française, laïque, et qui promeut l'égalité des individus. En tout cas, c'est l'école que j'ai connue, qui avait la capacité de donner sa chance à des enfants qui étaient nés dans des milieux socio-culturels où malheureusement les possibilités de départ étaient assez réduites, et surtout qui leur a donné pendant des générations la possibilité de construire leur voie, de trouver leur voie, de se construire eux-mêmes et de construire leur rapport à l'autre. Donc là, je ne peux que saluer le travail de l'école. C'est un accomplissement extraordinaire de nos pays que nous ayons une école accessible à tous. Alors ça, c'est la version rose et idéale. Dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça, et surtout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que notre société est extrêmement clivée, de plus en plus, vous le savez. Les territoires aussi sont extrêmement différents les uns des autres. Et dans certains quartiers, dans certaines régions, c'est relativement facile de réussir scolairement la plupart du temps. Il n'y a qu'à imiter ou répéter ce qui se passe autour de soi dans son environnement immédiat et culturel. Dans d'autres territoires, dans d'autres milieux, dans d'autres environnements, c'est atrocement difficile. Pour qu'un enfant réussisse scolairement, si ça peut être... pour certains, en tout cas, un objectif, c'est un combat terrible. Combat parce que souvent, ça écarte du milieu social. Un combat parce que tout est plus difficile, accéder aux informations, accéder aux livres, avoir juste un peu d'argent pour aller voir un spectacle qu'on a envie d'aller voir, ça devient extrêmement difficile. Donc, l'école, elle est très bien dans son objectif, son idéal d'être accessible à tous, mais dans la réalité, il ne faut pas méconnaître les difficultés. Alors, ces difficultés n'ont fait que s'accroître. Pourquoi ? Parce que avant, la méritocratie scolaire a permis, en effet, à des enfants de milieux très défavorisés de faire les études qu'ils voulaient faire, mais ils étaient quand même très, très peu nombreux. Il y en avait beaucoup qui n'étaient même pas concernés par cette possibilité. Et puis, par ailleurs, c'était une école qui était quand même très coupée de la société, une école qui était construite sur ces grandes valeurs de transmission des connaissances avec ces hussards de la République. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, l'école est très perméable à la société. Malheureusement, l'école reflète le territoire dans lequel elle est inscrite. Ce qui fait que des enfants, non seulement n'ont pas beaucoup de chances de départ, mais ont des chances qui ne cessent de diminuer. Et quant à moi, j'y verrai la source première de l'inégalité, parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire la capacité d'accéder, c'est même pas les ressources, et la capacité d'avoir accès à quoi que ce soit, et d'avoir accès à la première des choses, qui est l'ouverture vers le monde et la possibilité d'avoir les outils pour comprendre ce qui se passe autour de soi et pouvoir y agir. Alors, moi, je suis, pour cette raison-là, et sur ce point totalement gramscienne, je vous conseille la lecture des écrits sur la culture et l'éducation de Gramsci. Une école juste, ça commence par être une école exigeante, c'est-à-dire une école qui pousse les enfants aussi loin qu'ils peuvent aller, une école qui répond à leur envie d'apprendre et qui leur donne des outils
autres que ceux qui sont simplement l'écho, l'amplification, la répétition de ce qu'ils ont déjà dans leur milieu. Si on veut que l'école laisse une chance, il faut qu'elle offre autre chose aux enfants que ceux qu'ils voient partout autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils les entraînent, qu'ils les fassent sortir d'eux-mêmes, qu'ils leur apprennent réellement l'altérité, qu'ils leur apprennent à se dominer eux-mêmes, parce que l'école, c'est aussi ça. L'avantage, l'utilité des connaissances, c'est pas simplement se farcir la tête, c'est aussi accepter la modestie, accepter que d'abord on ne sait rien et que dans un processus qui associe l'effort, l'intérêt, le désir parfois, on va savoir, on va apprendre, on va se doter de capacités qu'on n'avait pas au départ et qui seront de véritables sources de liberté. C'est ça l'apprentissage. Il ne faut pas que l'école nie la valeur des apprentissages. Ils sont la source de la liberté avec ce que ça suppose d'efforts, de demandes et dans un premier temps d'effacement de soi, parce que c'est la condition pour pouvoir véritablement se positionner avec sa voix. Donc à mon sens, le meilleur apprentissage de la tolérance, c'est d'abord savoir comment on se construit soi-même et ensuite si on en a la possibilité, et j'espère que l'école l'offre, connaître d'autres expériences de vie, connaître d'autres histoires. C'est le meilleur apprentissage de l'altérité, qu'on se rende compte concrètement par ce qu'on lit, par ce qu'on découvre, ce qu'on apprend, qu'il y a d'autres manières de vivre, qu'il y a des gens qui ont toute autre valeur ou de toutes autres habitudes que celles qu'on a. C'est le meilleur moyen de s'ouvrir l'esprit et de pratiquer la tolérance et le sens critique. Et j'ajouterais que l'apprentissage de l'école, maintenant, que doit réaliser l'école, c'est de lutter contre la peur, parce que la tolérance, tout le monde est d'accord, la justice aussi. Simplement, quand ça va contre ses intérêts immédiats, quand ça va contre ses convictions, ses certitudes, ou quand on est dans un monde de ressources rares, là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on a peur. Et quand on a peur, eh bien, il n'y a plus de tolérance, et il n'y a plus de paix, il n'y a plus de justice. Donc l'école doit construire en l'individu des outils qui lui permettent de résister à cela et de maintenir aussi longtemps que c'est possible l'espace d'un dialogue. Voilà tout ce que l'école doit faire, et pour ça, il ne faut pas la délégitimer, il ne faut pas la disqualifier. Elle est en dialogue avec les parents, avec les familles, avec les enfants. Il faut lui donner ses moyens d'agir. Merci beaucoup. Alors, Marcel Ruffo abondait dans votre sens. Je vais me tourner vers Suzanne Georges. L'école aussi pour vous, Suzanne, lieu stratégique primaire en France. Ni vous en êtes sorti quand même, tout va bien. J'ai eu une expérience française d'université que j'ai trouvé très difficile. Ma licence de philo, c'est ce que j'ai fait de plus difficile de toute ma vie. Le doctorat à côté, c'était rien du tout. J'admire beaucoup cet esprit en France, et je dirais simplement la République, toute la République, rien que la République, parce que c'est effectivement, si on peut mettre ces valeurs-là en pratique, et si les enfants sont nourris et perméables à ces valeurs, ça leur servira toute la vie. La seule chose que je regrette, c'est que dans nos... Enfin, je crois qu'il faut terminer cette rencontre. Non, allez-y, je vous en prie, mais, on a encore un petit peu de temps. Mais il faudrait tout de même aussi parler de nos liens, pas seulement les uns avec les autres, mais avec la nature. Et là, nous sommes, comme très souvent, dans des rencontres comme ceci, nous parons au plus pressé, et je suis d'accord, ce qui est le plus pressé, c'est les emplois pour les jeunes, j'aime pas beaucoup le mot tolérance, je préfère respect ou accueil, mais tout cela est super important, c'est pas ce que je veux dire, mais les problèmes ultimes que les jeunes vont confronter dans leur vie sont les problèmes qui sont créés par l'homme, mais qui ont un impact sur la nature. Et si nous ne pouvons pas arriver à ce que le changement climatique soit arrêté, si nous ne pouvons pas éduquer à la transition verte, si nous ne pouvons pas dire que nous sommes tous philippins quand le cyclone, quand la tempête
tue plus de 4000 personnes aux Philippines, etc. Et que ça peut être notre tour l'hiver ou l'été prochain. Nous n'avons pas le lien qui me semble indispensable. Nous dépendons finalement de cette nature. Nous ne la respectons plus. Les citadins n'ont pas tellement l'occasion de le sentir dans leur doigt, enfin dans leur cœur. Et ça me semble... Nous sommes entrés dans l'âge que les géologues même et que les scientifiques appellent l'âge anthropocène. Anthropos, homme, et comme l'âge où nous étions avant-hier, c'était l'Holocène, mais maintenant c'est l'homme qui change l'époque géologique. C'est notre influence qui est la plus forte, y compris sur les forces géologiques. Et nous devons apprendre à penser cette réalité-là, ce que malheureusement nous sommes, pas seulement en France, mais un peu partout, dans le monde, très en retard pour cela. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour nos 4 intervenants. C'est la question de notre partenaire Le Figaro étudiant. Je vous demanderai d'être bref chacun dans votre réponse. Ils avaient tous envie de vous poser cette question. Je vous la livre. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui hésite à s'engager dans une activité destinée à aider les autres? Madame Cantos-Pavert. De le faire, absolument. mais encore. Je trouve ça formidable. Évidemment, c'est excellent. Voilà, c'est très bien qu'ils trouvent un moyen utile de les aider, un moyen qui ne consiste pas évidemment à se faire plaisir en se représentant sa générosité, mais qui soit un moyen qui ait vraiment une efficacité et qui aide les personnes, pas de manière paternaliste, et où elles seraient réduites à recevoir une aide et rien de plus, mais qui l'aide à trouver les moyens comme on dit, de les remettre en mouvement, de leur redonner une puissance d'agir, et de les mettre assez vite en position de n'avoir plus besoin d'être aidés. Je pense que c'est, enfin pour celles qui le peuvent évidemment, mais il y a par ailleurs des personnes qui sont malades ou qui sont dans des difficultés d'un autre ordre pour lesquelles c'est pas tout à fait envisageable à court terme. Mais au contraire, j'admire beaucoup ça. J'admire beaucoup la capacité qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui à se sentir au fond beaucoup plus citoyens du monde que leurs aînés, beaucoup plus liés et à tous les autres individus qui composent le genre humain, beaucoup plus immédiatement solidaires des difficultés de la planète ou des difficultés de certaines situations. J'ai dirigé donc un établissement d'enseignement supérieur où l'activité de bénévolat, si on peut dire, de jeunes étudiants, pourtant très engagés dans leurs études, très diplômés, etc., était quelque chose d'impressionnant. Nous avons contribué à le développer beaucoup, même pour certains le reconnaître dans leur parcours d'études. Je trouve que ça apporte énormément et ça amène d'ailleurs à renoncer à beaucoup d'idées reçues et à comprendre que au fond, l'essentiel, c'est de pouvoir très vite faire en sorte que la personne en face de soi, dans la mesure où c'est possible, n'ait plus besoin d'être aidée et soit capable elle-même de se positionner en aide des autres. Marcel Moi, je suis en pleine harmonie avec vous et en vous écoutant, je pensais à la FEV, à la Fédération des étudiants volontaires, qui vont comme ça dans les quartiers aider des enfants en difficulté à domicile, de manière volontaire et bénévole. Et c'est une association absolument extraordinaire qui mérite tout notre respect. Je voudrais simplement qu'au niveau universitaire, on valide ces actions au niveau de ce que ça compte dans les unités de valeur qu'on doit réaliser, quoi. Que ce soit pas gratuit. Uniquement comme ça, je vais bien sûr bénévole avec les transports payés, mais qu'en même temps ce soit validé dans leur cursus. Quelqu'un qui s'occupe des gosses en difficulté, que ça coûte par exemple un demi-point au concours de l'internat au CPEM, et vous verrez que tous les étudiants en médecine s'inscriront. Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui hésitent à s'engager, dans une activité destinée à aider les autres, moi je commencerai tout simplement par lui dire d'être curieux, de s'ouvrir à l'autre. Cette ouverture est toujours payante.
Ça se voit, par exemple, avec les jeunes qui vont travailler, je sais pas, à l'étranger et qui reviennent nourris d'une expérience humaine, professionnelle, etc. Mais voilà, là, il faut toujours penser à la relation à l'autre. L'autre, ça peut être, voilà, une culture, un peuple, quelqu'un. Voilà, il faut toujours rester ouvert et s'engager, bien sûr. Suzanne Georges. Oh, je crois que... Bon, moi, j'ai surtout été engagée dans des combats à très long terme. Et je suis absolument pour le genre d'association que Marcel Ruffo met en lumière, l'aide individuelle auprès d'un autre individu. Mais si on veut s'attaquer à quelque chose comme la faim dans le monde, ou la finance, ou une nouvelle constitution pour l'Europe, ou je ne sais pas, il faudrait dire surtout aux jeunes qui ont raison d'être impatients. Ils sont impatients et ils ont raison de l'être. Mais c'est tellement lent. Il faut avoir vraiment l'âme chevillée au corps pour continuer dans ce genre de choses, parce que mettre quelque chose à l'ordre du jour politique, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment très, très difficile. J'admire les enseignants qui sont dans ce genre de combat quotidien. C'est une sorte de vertu républicaine que j'admire beaucoup. Et c'est ce que nous essayons de faire à Attaque aussi, mais en s'attaquant à des problèmes qui sont à l'horizon, qui peut être très lointain pour certains, mais qui me paraissent aussi indispensables. Alors choisissez la chose qui vous embête le plus, qui vous indigne le plus. Indignez-vous et engagez-vous. Indignez-vous, joignez-vous aux autres, et puis allez-y. Hein. Mais avec la connaissance de ce que disait Gandhi. Gandhi disait, d'abord, il vous ignore. Ensuite, il commence à vous dire, bon, mais c'est peut-être une bonne idée, mais c'est techniquement impossible. Ensuite, il commence à essayer de se battre contre vous parce que vous montez un petit peu, et enfin vous gagnez. Mais on ne verra pas toujours la fin de son combat. Alors, on a 3 dernières questions à chacun d'entre vous qui va s'afficher normalement, hein, je crois. Moi, on me dit que ça s'affiche. Non, ça va pas s'afficher, mais alors je vais vous les dire. Notre mini questionnaire de Proust à nous, en un mot ou en une phrase. Je me retourne vers Monique Cantos-Perber. Dans votre domaine ou dans le monde, c'est très large, hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre en une phrase ou en un mot. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? Et ces 3 questions s'adressent à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? L'étroitesse d'esprit et le manque d'esprit critique et l'asservissement de l'individu. Voilà ce qui me fait peur, parce qu'on est dans une société où les pauvres individus sont quadrillés de toutes parts et surveillés de toutes parts, et je trouve ça extrêmement inquiétant. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? L'être humain. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? J'espérais changer le monde. Ah ben voilà. Marcel Ruffo, même punition. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Que faisiez-vous? Ce qui me fait peur, c'est la bêtise du racisme. Vraiment quelque chose qui me terrifie. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Ce qui me rend optimiste, c'est l'idée que tout se joue toujours, que rien n'est fixé, quoi. C'est un peu ce que vous disiez, tout se rejoue toujours. Par exemple, moi je suis vraiment très favorable à l'idée que les gosses qui sortent de l'école à 16 ans sans diplôme soient maintenus jusqu'à 20 ans pour apprendre un métier, qu'on ne les laisse pas aller dans la rue, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire, face aux jeunes qui sont dans la salle, ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? Je joue aux cartes, tous les jours. Darline, qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, ce qui me fait peur, c'est la bêtise et l'ignorance. Tout ça se rejoint. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Les jeunes, leur énergie. Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? Alors justement, j'étais engagée à l'université, donc je représentais les étudiants, voilà, au conseil de l'université. C'était un premier pas dans l'engagement pour moi. Suzanne Georges, à vous le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Moi, ce qui me fait peur, c'est le changement climatique. C'est encore un problème peut-être qui vous semble à très long terme. Moi, je crains que ce ne soit vraiment demain matin.
et que nous ne soyons pas du tout prêts ni à comprendre complètement ce qui nous arrive, ni surtout d'agir contre. Donc il faut commencer ça à tous les niveaux. On peut faire ça dans une école, dire la cantine va être des légumes bio produits par des gens localement, pas avec des pommes de terre qui ont voyagé 800 km. On peut faire ça à tous les niveaux et c'est ce qu'il faut faire. Ce qui me rend optimiste, je ne parle jamais d'optimisme et de pessimisme, je parle d'espérance. Et là, j'en ai. J'ai de l'espérance parce que je vois la variété des engagements. Et puis, bon, c'est pas parce qu'il y a pas mal de jeunes ici et puis leurs enseignants, mais c'est aussi que je les vois s'engager de plus en plus. Dans les années 80, c'était absolument pas le cas. Quelle était la troisième chose? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans? Aux 20 ans, je passais des examens et je voulais venir en France faire mes études ici. Ben voilà. Est-ce qu'on a encore le temps pour les questions ou pas? Dis-moi. Non. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir... Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de votre attention. Excellent appétit si vous allez vous restaurer et puis restez avec nous tout au long de ces journées pour nourrir votre réflexion et les rencontres. Voilà, et si vous voulez passer discuter avec Darline et la Maison des journalistes, il y a son stand est dans le hall, voilà, du Palais. Très bon après-midi à tous. Merci beaucoup. C'est comme s'il y avait quelque chose qui résistait. Merci au peuple arabe de nous avoir rappelé qu'on peut briser le joug des despotes et de la tyrannie. Il faut que les violations graves soient réprimées au plus tôt. Il faut être dans la rue pour manifester et dire qu'on veut la démocratie. La démocratie, elle deviendra toujours ce que nous et nous seuls en ferons. C'est la fin d'un système, ça ne veut pas dire que c'est la fin du capitalisme. Il y a la place pour les citoyens, pour leurs initiatives. Une société qui ferait confiance aux jeunes en leur donnant la possibilité d'agir. Aux citoyens de faire cette perestroïka du capitalisme. Organiser des débats, y compris avec les citoyens qui aujourd'hui ne veulent plus subir une décision mais veulent être les coproducteurs du futur. Il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. Qu'on reprenne de la distance par rapport au temps réel. Savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. Et que nous ayons la possibilité de fabriquer une espèce d'éducation commune. Nous sommes sur une planète miraculeuse. Il est temps aujourd'hui d'éviter d'en faire un supermarché, un champ de bataille. Nous dégustons 2 kilos de pesticides et d'insecticides par an. On devient fou. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'homme avec un grand H, il n'y a pas de société sans culture. Le meilleur environnement pour l'homme, c'est sa création. Changer le monde, c'est le changer pendant 1 heure, 1 heure et demie, reculer un peu le désastre. La moitié de l'humanité rêve de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez nous. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de se poser des questions. Aujourd'hui, et pas seulement à ce qui pourra advenir demain si nous nous mettons d'accord sur un changement de système.